Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Monsieur le directeur de l'Académie, vous me faites un grand honneur, dont croyez-le bien, je mesure toute l'importance. Nous célébrons le 20e anniversaire de l'entrée en vigueur du statut de Rome, dans un contexte où la récente position exprimée par le conseiller à la sécurité du président des États-Unis d'Amérique a suscité l'émoi dans les milieux des défenseurs des droits de l'homme. Cette position a été hâtivement considérée par certains, à tort ou à raison, comme une remise en question de tous les progrès qui ont été accomplis dans la construction de normes universelles de lutte contre l'impunité au cours des 2 décennies qui viennent de s'écouler. D'emblée, j'affirme qu'il n'en est rien, même s'il est vrai que des défis liés à la mise en œuvre du statut de Rome nous interpellent, notamment en matière de coopération. Bien entendu, il y a d'autres enjeux juridiques. Il y a la question de l'universalité du statut, quand on constate que seuls 3 États arabes, y compris la Palestine, sont membres de la CPI et que l'Asie traîne encore les pas. Cela dit, nul ne saurait contester que la justice n'est désormais plus locale. Elle se mondialise. La mondialisation de la justice a été suscitée par le développement de la notion de responsabilité criminelle individuelle, laquelle fait de l'individu le sujet non seulement de la protection des droits de l'homme, mais le place également devant l'obligation de répondre de ces violations des droits de l'homme. Depuis les procès de Nuremberg, la notion a évolué sur 3 plans. Le premier est la création par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies de tribunaux pénaux internationaux ad hoc chargés de juger les auteurs d'atrocités massives commises en ex-Yougoslavie depuis 1991 et au Rwanda en 1994. Le deuxième est l'avènement de la notion de compétence universelle qui permet aux États de se doter des lois pour habiliter les tribunaux internes à poursuivre des auteurs de crimes internationaux. Le troisième est la création d'une Cour pénale internationale permanente. Il faut également se réjouir de ce que l'avènement de la CPI a obligé de nombreux pays à adapter leur législation afin de donner pleinement effet au concept de complémentarité qui sert de fondement à son mandat. Mesdames et messieurs, en ma qualité de conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, permettez-moi de vous rappeler que l'année 2018 est aussi celle de la commémoration du 70e anniversaire de l'adoption de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Il y a 70 ans, les dirigeants du monde ont unanimement déclaré « plus jamais » aux crimes horribles commis pendant l'Holocauste et ont adopté le premier traité international des droits de l'homme un jour avant l'adoption de la Déclaration universelle, ce qui est en soi tout un symbole. C'était un moment d'espoir. Espérons que les générations futures seront épargnées d'être des victimes de ce qui a été qualifié de crime des crimes. Le large éventail de traités relatifs aux droits de l'homme adoptés depuis, le statut de Rome et la création de la Cour pénale internationale montrent tous à quel point nous avons progressé dans le cadre juridique international relatif à la protection des droits de l'homme. De nos jours, nous sommes témoins de situations marquées par des tensions ethniques et religieuses dans diverses régions du monde. Des situations qui méritent notre attention urgente. Les formes extrêmes de violence identitaire dont nous avons été témoins dans des pays tels que la République centrafricaine, l'Irak, le Soudan du Sud et la Syrie sont inacceptables. Les graves violations des droits de l'homme et les violations dont sont victimes différents groupes ethniques, religieux ou nationaux au Myanmar, au Nigeria,
ou dans le Caucase du Nord, pour n'en citer que quelques-unes, sont également intolérables. L'Europe aussi fait face à une vague de populisme qui érode lentement la jouissance des droits et favorise la montée du racisme, de la xénophobie, des discours de haine et des crimes de haine. Aux États-Unis, les migrants et les réfugiés sont vilipendés. Tout cela devrait déclencher des alarmes. Cependant, le niveau de complaisance demeure élevé. Nous devrions redoubler de vigilance. Nous devrions nous mobiliser pour renforcer l'efficacité de la CPI afin de mettre un terme au règne de l'impunité. C'est un important pas de fait que de disposer déjà d'un arsenal juridique exhaustif pour lutter contre les crimes internationaux. Il est toutefois aussi important, ou même plus important, d'avoir la volonté ou les moyens de donner pleinement effet à ces textes tels que prescrits dans leurs dispositions. Le défi que la communauté internationale se doit de relever consiste parfois à être en mesure de faire respecter la loi ou avoir la volonté politique de se faire. L'impunité asphyxie et criminalise la vie publique. L'impunité met en doute les engagements internationaux pris par l'État de respecter les droits fondamentaux et de sanctionner leurs violations. De par leur adhésion massive à la CPI, les pays africains se sont offerts une option digne d'intérêt. Attendu que 44 pays africains ont signé le traité de Rome, on a pu considérer qu'en cas d'incapacité d'un pays donné de poursuivre des personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire, la CPI, qui présente l'avantage de ne pas être sujette aux mêmes contraintes que les juridictions nationales, interviendrait. Le temps où le principe de la souveraineté des États constituait un obstacle juridique insurmontable interdisant toute ingérence dans les affaires intérieures des pays est révolu à jamais. L'obligation d'ingérence, à chaque fois et partout où les droits de l'homme font l'objet de violations graves, fait à présent partie intégrante des valeurs universelles que nous avons en partage. En tant qu'Africain, je dis haut et fort que l'Afrique se doit naturellement de faire preuve de fierté et de fermeté pour être respectée et traitée comme un partenaire à part entière par toutes les autres parties prenantes de la gestion des affaires du monde. Mais notre fierté ne doit pas être mal placée. Nous ne devons jamais confondre nos priorités. Nous ne devons pas oublier que les progrès enregistrés dans le processus d'enracinement de la démocratie et dans la lutte contre l'impunité, que ce soit en Europe, en Asie ou ailleurs, ne sont pas irréversibles. Je rappelle souvent que le berceau de la démocratie athénienne a vu naître la Grèce des colonels. Toute avancée, aussi ténue qu'elle soit, nécessite d'être entretenue pour éviter d'avoir à essuyer un recul. Il y aura toujours, ici ou là, des incohérences et des deux poids, deux mesures imputables à la CPI, ainsi que d'autres raisons de se plaindre de la manière dont la CPI elle-même ou d'autres organes internationaux aborderont les questions qui nous interpellent. À chaque fois qu'il en sera ainsi, il nous sera toujours loisible de faire part de nos préoccupations, de notre mécontentement et de lutter afin que l'injustice soit réparée. Mais ces actions ne devraient jamais, au plus grand jamais, nous conduire à jeter la boussole qui nous sert de guide sur la voie d'une démocratie et d'une justice sans cesse accrue. Je vous remercie de votre aimable attention.